Alors, bonjour à tous. On va attendre quelques instants, le temps que tout le monde se connecte. Il y a parfois un petit temps de latence. Nous avons déjà quelques personnes. Yvan, Flavien, est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat si tout est bon pour vous, pour le son, la vidéo, si vous n'avez pas de décalage? Bonjour Camille. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore familières avec Livestorm, donc l'outil de webinar, vous avez le chat en haut à droite sur lequel vous pouvez donc mettre vos messages. Vous avez un onglet questions également sur lequel vous pouvez mettre vos questions. La différence entre le chat et les questions, c'est que vos questions ne seront pas perdues dans les messages des participants. Donc c'est toujours plus intéressant. Bonjour Jean. Donc n'hésitez pas à les mettre dans les questions pour les faire remonter. On les gardera soit pour la fin du webinaire, soit entre certaines parties. Et vous avez aussi un onglet sondage en haut à droite qu'on n'utilisera probablement pas. Mais le plus important, c'est bien le chat et les questions. Est-ce que tout le monde nous entend et nous voit correctement? Le son est OK pour Yvan. OK, bon, bah, ça a l'air très bien. On va commencer pour vous donner un petit peu de contexte. Jean, c'est parfait, très bien, super. On va vous donner un petit peu de contexte et après je vais présenter donc les invités d'aujourd'hui. Donc vous êtes sur la deuxième semaine des États généraux de la restauration. On a le plaisir donc de recevoir Martin et Maxence, donc de deux sociétés qui sont Tasty Cloud et From Cookie. Encore merci pour votre participation et d'avoir accepté notre invitation. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est, à mon sens, super intéressant, qui parle de l'expérience client dans le restaurant et aussi en ligne, étant donné qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui ont changé sur ces dernières semaines par rapport à la restauration. On a décidé de faire une semaine qui sera dédiée à l'acquisition et à la digitalisation. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte sur Social Kitchen, après je vais laisser la parole à Martin et Maxence. Est-ce que tu peux me passer la slide d'après, Martin, s'il te plaît? Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, Social Kitchen, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une application qui a pour mission de rapprocher les restaurateurs de leurs clients grâce aux réseaux sociaux. Concrètement, comment est-ce qu'on fait? On va publier automatiquement vos publications sur Facebook et sur Instagram en faisant un ciblage personnalisé de votre clientèle. Exemple, si vous avez un restaurant à Lyon, par exemple, on va faire en sorte d'aller chercher des clients qui vous intéressent en fonction de vos objectifs business autour de Lyon et autour de votre restaurant. On va travailler sur 3 leviers. Donc, le premier levier, ça va être la production de contenu pour sortir des photos et des vidéos de qualité. Le second levier, la gestion de contenu pour publier au bon moment et au bon endroit sur la bonne plateforme, pardon. Et le troisième levier, donc l'acquisition de clientèle dont je vous ai parlé. L'objectif, c'est pas uniquement de sortir des belles photos, des belles vidéos, mais bien évidemment de générer du chiffre d'affaires, surtout en ce moment. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, aujourd'hui on travaille avec plus d'une centaine de partenaires dans toute la France, que ce soit des petits restaurants entre guillemets jusqu'aux grands groupes comme Artisan de la Truffe, Taoken ou Bénédicte sur Paris pour ceux qui connaissent. Donc je vais laisser la parole à notre premier invité du jour, Martin Catino. Merci encore d'être avec nous. Merci beaucoup Douglas et ravi d'être parmi vous pour ce webinaire et cette série, cette superbe série de webinaires que vous avez organisée. Rapidement, Tasty Cloud, on est une startup qui existe depuis 3 ans désormais. On accompagne plus de 500 restaurants en France et j'ai l'impression qu'on a un petit écho, Douglas. Moi, ça va. Ok. Maxence, c'est bon pour toi aussi? Vous me dites dans le chat si jamais il y a un problème. En tout cas, voilà, chez Tasty Cloud, on accompagne les restaurants depuis 3 ans et demi maintenant dans la digitalisation de leurs cartes. On propose une plateforme qui leur permet depuis un seul endroit de diffuser leurs cartes soit en ligne, soit sur place en salle avec des QR codes, des menus pour tablette. Donc voilà, une solution hyper complète qui permet du coup de centraliser et d'avoir un endroit pour gérer son menu digital. Aujourd'hui, on accompagne beaucoup de restaurateurs indépendants, franchisés, des hôteliers aussi. Vous pouvez voir quelques références en bas comme Matsuri, Hélène Darroze avec Joya, la brasserie Molitor ou d'autres. Voilà, on est vraiment capable d'intervenir sur un spectre large de restaurateurs.
Je te laisse la parole, Maxence. Ouais, merci à toi Douglas de m'avoir invité également. Merci à toi Martin. Je pense que ça peut être très intéressant comme webinar. Concernant From Cookie c'est beaucoup plus jeune que ça. From Cookie, ça a quelques mois seulement, mais ça permet en fait de créer de l'interactivité, de la visibilité et surtout de l'attractivité dans les restaurants et également à distance. Donc pour ça, nous en fait, on a édité et commercialisé un panel de solutions qui est lié soit aux avis sur Internet avec TripAdvisor, soit directement en ligne avec Instagram, en permettant de récompenser les clients qui vont partager des contenus sur les réseaux sociaux. Donc voilà, nous on est vraiment dans le côté récompense temps réel, en permettant aux clients de mettre en valeur, mettre en avant les restaurateurs sur les réseaux sociaux, et donc mieux les référencer et donc être plus attractif sur Internet. Gros enjeu du moment. Sur le Covid, je vais te faire la transition. L'objectif du jour, c'est bien évidemment de parler de ce qui s'est passé les derniers mois pour le secteur de la restauration. La thématique de cette partie-là, donc, c'est de dire que le Covid est un accélérateur de changement. Nous, on s'est rendu compte de ça dans le discours des restaurateurs. Social Kitchen s'était lancé avant le Covid, où il y avait parfois une réticence ou des besoins de formation ou d'accompagner nos clients par rapport au digital. Et en fait, on s'est rendu compte, même pendant le Covid, ne serait-ce qu'avec le format des webinars, qu'en réalité, il y avait beaucoup de restaurateurs qui étaient intéressés par le sujet, qui nous ont contactés par rapport à des problématiques sur les réseaux sociaux dont on a traité, mais aussi des problématiques de digitalisation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait un premier webinar avec TestiCloud il y a quelques semaines. Et en fait, on s'est rendu compte que ça fonctionnait beaucoup et qu'il y avait des interrogations qui se posaient, et on a vraiment le sentiment, nous, chez Social Kitchen, que c'est en train d'exploser, tout simplement parce que pendant les 2 mois de confinement, en fait, ceux qui étaient extrêmement digitalisés ont réussi, je dirais pas à s'en sortir, mais au moins ont réussi à générer du chiffre d'affaires. Donc, il y a vraiment eu un changement de paradigme entre le début du mois de mars et début juin. Donc, je pense que c'est la problématique principale, et c'est pour ça qu'on a un peu de monde qui s'intéresse au sujet aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Mais je pense que le Covid il y aura un avant-après à ce niveau-là. Avant même de parler restauration, je pense que d'un point de vue global, on a des usages qui sont développés à tous les niveaux. On parle de 2 ans de digitalisation en seulement quelques mois. Et ça, quand on est restaurateur, on peut pas passer à côté de ça. Et je pense que bon nombre de restaurateurs ont compris l'importance du digital et des différentes solutions qu'il apporte. On va parler de plusieurs choses aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est évident, et tu l'as dit, Douglas, je pense que cette crise, elle a fait comprendre à certains restaurateurs qu'ils étaient peut-être trop peu équipés pour faire face à une crise notamment comme celle-ci et pour rester en contact avec leurs clients. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et au-delà d'un simple accélérateur de changement, je pense qu'il y a eu, comme tu disais, Martin, il y a un avant-après, mais je pense qu'il y aura vraiment un après plus. Ouais. Avant, on créait des liens, on allait souvent au restaurant et on se faisait livrer de temps en temps. Après le Covid, justement, comme on nous a trop manqué, on n'a pas pu du coup aller au restaurant, être aussi libre qu'on voulait, je pense qu'il y aura une espèce de revanche après, en disant maintenant je vais vouloir aller encore plus au restaurant et je vais vouloir encore plus avoir cette complicité et cette proximité avec les restaurateurs. Ouais. Et justement, en fait, on a constaté avec Martin, avec tout le monde en règle générale, qu'il y a eu des usages et surtout des attentes des utilisateurs qui ont complètement été changés. Ils ont été bouleversés de plusieurs points de vue. Le premier, c'est d'un point de vue purement légal, c'est-à-dire qu'on a complètement revu les différents plafonds, les plafonds liés au sans contact. Maintenant, on peut payer jusqu'à 50 € en sans contact, donc ça permet clairement de pouvoir faire énormément de choses. On a aussi le côté les tickets resto. Les tickets resto qui sont maintenant passés de 19 € à 38 €. Clairement, la stratégie, le signal faible envoyé par le gouvernement, c'est de dire maintenant, il faut se remettre à la consommation, il faut refaire partir un petit peu la machine dans le milieu de la restauration. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue très pragmatique, très gouvernemental. La deuxième chose, c'est tout l'univers aussi derrière de la tech qui s'est complètement enflammé en disant, par exemple, du jour au lendemain, le click and collect, c'est quelque chose qui est devenu l'un des premiers mots-clés tapés sur Google. Parce que le click and collect était devenu du jour au lendemain une nécessité, parce que le Covid est venu, il a imposé ses lois, imposé ses codes, ça nous a amené une nouvelle vision des choses, et c'est ça qui a permis justement d'augmenter de 50% le drive,
permis de multiplier par X le développement de plateformes de click and collect et surtout la consommation en règle générale dans le domaine de la restauration. Et d'un troisième, dans le troisième acteur vraiment qui a bouleversé entre guillemets ce domaine-là, c'est aussi Instagram. Instagram avec Facebook qui, du jour au lendemain, a su répondre aux attentes des utilisateurs en disant voilà, du jour au lendemain, je vais leur permettre de pouvoir commander directement depuis les stories, depuis les posts Instagram, et donc de diversifier les différents canaux de distribution et de commande à l'intérieur. Ça, justement, pour revenir sur ça, Maxence, enfin, c'est super intéressant et nous, on en a parlé pendant plusieurs semaines. Ce week-end, par exemple, j'étais à Reims dans un restaurant franchement très traditionnel, une brasserie. Et quand on est arrivé dans le resto, chose que moi j'évangélise depuis plusieurs mois, le serveur nous a pas présenté de QR code ni de carte physique. Il nous a dit allez sur notre Instagram, regardez, il y a la carte, regardez, il y a les photos et choisissez en fonction de ça. Nous, c'était la première fois qu'on le voyait, chose qu'on disait depuis des semaines. Et en fait, c'est avant ce qui pouvait paraître théorique, là on se rend compte que c'est concret. Ouais, et puis on n'est plus étonné finalement. On se prend au jeu et on est même plus étonnamment surpris, agréablement surpris quand un restaurateur propose une carte par exemple sur Instagram. C'est hyper intéressant. Instagram, c'est un réseau qui était déjà hyper utilisé par les restaurants avant la crise. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il y a eu ce confinement, c'est justement les restaurants d'Instagram qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu. Avec leur communauté, qui ont réussi à activer, qui ont pu relancer rapidement leur vente à emporter. Et c'est là où on comprend l'intérêt d'un tel réseau, qui permet un peu de créer sa communauté, de fédérer. Donc, effectivement, il y a un vrai levier sur Instagram, encore plus qu'il n'existait avant la crise. Ouais, c'est sûr. Pour revenir sur ce que tu disais, Maxence, l'essor du drive, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a quand même des personnes qui n'étaient pas du tout digitales, qui se sont lancées dans des usages et qui ont pour la première fois essayé la vente à emporter, essayé le drive, essayer la vente à emporter à côté de chez eux. Et derrière, c'est des usages qui vont potentiellement se transformer en habitude. On le voit déjà. Prendre l'habitude d'aller sur le site de son restaurateur qui se trouve à 200 mètres de chez soi pour aller commander pour le soir même. C'est des choses qu'on faisait pas forcément. On avait la fâcheuse habitude d'aller sur Uber Eats, sur Deliveroo, sans aller voir plus loin. Et maintenant, on va aussi prendre cette habitude d'aller sur le Insta pour aller chercher le lien, commander en ligne sur le site du restaurateur. Et je trouve que c'est des bonnes pratiques de remettre un peu de process et de revenir à des gestes qui sont un peu plus déjà qui sont meilleurs pour les restaurateurs parce que ça leur permet de capitaliser sur leurs outils. Et puis surtout, ça permet aussi de consommer un peu plus local. Donc c'est aussi une des attentes des clients. Donc c'est hyper intéressant. Donc en fait, une partie de la population faisait déjà ça, donc une tranche assez précise. Et puis derrière, en fait, le Covid est venu un petit peu homogénéiser toutes les tranches d'âge. Exactement. La plupart des personnes maintenant se sont complètement digitalisées et utilisent justement les différentes plateformes qui ont popé. Et au même titre, maintenant, on voit d'ailleurs beaucoup de, d'ailleurs Social Kitchen pourra nous en parler, mais on voit beaucoup de restaurants. Alors avant la crise, on en voyait des restaurants qui faisaient de la pub, mais on était principalement sur des chaînés, sur des franchises, sur des groupes. Maintenant, on voit de plus en plus de restaurants indépendants sur Instagram qui lancent leur propre campagne de com, tout simplement parce qu'ils ont compris qu'il y avait un coup à jouer là-dessus. Et avec un petit budget bien serré et bien maîtrisé, on peut, avec par exemple 50 € par mois, diffuser en local sa publicité et avoir un retour sur investissement qui est de l'ordre parfois du triple, voire du quadruple. Donc c'est hyper intéressant aussi de voir ces choses se lancer. Sur la sponsorisation, avant, effectivement, on voyait beaucoup de gros groupes, Burger King, Hippopotamus, etc. Nous, aujourd'hui, on gère beaucoup pour des clients indépendants, entre guillemets. C'est des coûts d'acquisition qui sont honnêtement pas chers du tout. Quand on parlait tout à l'heure de 50 €, nous, on commence à 50 € par mois. À 50 € par mois, si on a un panier moyen de 10 €, il faut juste ramener 10 clients. Donc, c'est pas très compliqué. Honnêtement, je ne pense pas que ça dure longtemps parce qu'en fait, on a déjà connu ça avec Google AdWords il y a une dizaine ou une quinzaine d'années où les coûts d'acquisition étaient quasiment au même prix que Facebook aujourd'hui. Donc, profitez-en, essayez de surfer sur la vague parce que malheureusement, j'ai peur que ce n'est
qu'une vague. Au bout d'un moment, les coûts d'acquisition vont augmenter. Il y aura d'autres plateformes qui vont se développer. Nous, on est déjà en train de regarder ce qui se passe sur TikTok. C'est encore trop tôt, je pense, pour un business ou pour un restaurant, mais il y aura des opportunités. Aujourd'hui, clairement, en termes de coûts d'acquisition, c'est Facebook et Instagram. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Douglas, sur le fait qu'il faut pas rester attentiste là-dessus, parce que je pense que c'est aujourd'hui que ça se passe. Et si vous avez une offre qui est prête et qui est adaptée au digital, on va en parler un peu après. Je pense qu'il faut tout de suite y aller. Du coup, ça emmène sur la slide suivante, qui est que nécessairement cette crise, elle laisse des changements dans la restauration. Avec Maxence, on en a isolé 3 qui sont peut-être les 3 plus gros. D'un point de vue attente du consommateur, ce qui a été le plus souvent cité dans toutes les études qu'on a vues et dans ce qu'on remarque aussi de notre connaissance terrain. La première, ça va être les mesures d'hygiène. Ça, on l'a déjà assez répété. Maintenant, les restaurants sont ouverts et je pense que les restaurateurs qui nous écoutent le savent. Très important de donner confiance à vos clients et de mettre en place des mesures d'hygiène qui soient évidentes et qui soient mises en avant aux yeux de tous, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, sur place. N'hésitez pas à communiquer sur ce que vous avez mis en place parce que on l'a vu, c'est un des critères numéro 1 pour le retour au restaurant. Le deuxième, ça va être la transparence alimentaire. C'était déjà une tendance qui existait avant la crise, mais qui va aussi être là renforcée. Donc consommer local, travailler avec des producteurs de proximité, offrir une offre bio. Tout ça sont des éléments hyper importants et qui vont aller dans le sens de votre consommation. Donc l'importance d'enrichir sa carte avec toutes ces informations, plus que jamais aujourd'hui. Et enfin, quelque chose qui va être très important, surtout compte tenu de la distance sociale qui peut encore être imposée, qui est imposée, ça va être de recréer une expérience conviviale. Je pense que les Français ont ça dans leur ADN, même aller au restaurant pour échanger, s'amuser, se rencontrer. Et du coup, il y a un gros challenge aussi là-dessus. Et c'est justement ce dont on va parler avec Maxence. Maxence, si tu veux rajouter d'ailleurs un mot là-dessus, parce que je pense que c'est un point très important. Sur le côté expérience conviviale. Ouais. En fait, le côté expérience conviviale, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait de se dire que demain, les relations seront forcément plus fortes. Certaines personnes disent l'inverse en disant, bon, bah non, justement, là, on a trop perdu en termes de relations humaines vis-à-vis des restaurants. Il faut savoir que, justement, pendant la période du Covid, les réseaux sociaux ont explosé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les personnes, les utilisateurs, les consommateurs qui étaient chez eux, voulaient toujours avoir ce côté social, donc en restant connectés avec leurs amis sur les réseaux sociaux, donc plus 60% de temps passé sur les réseaux sociaux, plus 40% d'inscriptions. On se dit bien que les personnes, les clients veulent toujours avoir ce lien de proximité. Et il sera encore plus intéressant d'avoir ce lien de proximité dans le futur, étant donné que les restaurants réouvrent. Il va falloir, comme tu disais tout à l'heure, communiquer à fond sur le côté transparent. Et le mot-clé, ça sera clairement la confiance. La confiance, si la confiance n'est pas remise au centre du jeu, les clients ne vont plus revenir et il n'y aura plus d'expérience possible et de consommation possible dans le restaurant. Donc non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis et justement, je rebondis là-dessus en disant qu'il y a des entreprises, des restaurants qui aujourd'hui n'ont pas voulu ou n'ont pas pu justement se mettre à la page du digital, se mettre à la page de tout ça et qui malheureusement aujourd'hui laissent des traces. Je pense notamment à Courtepaille qui aujourd'hui est en vente. C'est pas uniquement le Covid qui est venu l'achever, hein. C'est un lourd passif d'endettement, etc. Mais c'est un signe fort quand même. Exactement, c'est un signe de fort de se dire que les entreprises qui aujourd'hui n'ont pas voulu passer au digital et n'ont pas voulu se mettre à la page en pensant que le digital était une charge financière alors que c'est plutôt un investissement et une capitalisation pour le futur, et du coup ça donne un peu l'exemple de Courtepaille. Ouais, je pense que avant tout un restaurant c'est une marque à part entière et au même titre que les marques ont fait leur transition digitale il y a 15 ans de cela, aujourd'hui un restaurateur doit, s'il veut exister, en tout cas dans la 90% des cas, doit avoir cette digitalisation et doit avoir cette présentation d'offres en ligne. Et pour marquer le coup, on a fait exprès de mettre la photo de Pierre Gagnère qui a lancé la vente à emporter. Je pense que quand un étoilé lance la vente à emporter, c'est aussi un symbole fort qu'il se passe des choses et que la crise aura quand même fait évoluer, bouger les lignes sur la restauration. Donc voilà, nous on a voulu mettre l'accent sur ça tout du long de la présentation et c'est ce dont on va vous parler maintenant. Exactement.
Alors, concernant le restaurant et le lieu de vie, donc on a beaucoup parlé du fait d'assurer, de réassurer entre guillemets ses clients. Il y a énormément de moyens de le faire. On va parler des moyens de le faire dans le restaurant et aussi à l'extérieur du restaurant avec une expérience en ligne. Je pense que pour l'expérience en ligne, tout le monde a à peu près compris comment ça se faisait. Il y a beaucoup de plateformes qui permettent de le faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'en parler dans le restaurant une fois que les clients ont franchi la porte de l'établissement. Comment est-ce qu'on fait justement pour faire en sorte que les gens se sentent en confiance et qu'ils aient envie de venir et de revenir? Bah, du coup, donc voilà, merci Douglas. En fait, il y a plusieurs. Donc nous, on va vous présenter avec Maxence deux solutions qui sont des parties prenantes et qui vont permettre de rassurer le client. La première et celle dont je vais parler, ça va être le menu. Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur les menus des restaurateurs. On en a assez parlé et le gouvernement a même voilà conseillé les outils digitaux pour la reprise. Maintenant, voilà, nous avant la crise déjà chez Testicloud, on accompagnait les restaurants dans la digitalisation de leurs cartes avec deux gros produits qui étaient le menu sur QR code ou le menu sur tablette pour qui répondent à des enjeux différents, hein, mais qui ont tous les deux en commun, je dirais l'apport d'une carte un peu enrichie. Et je pense qu'un moyen de rassurer ses clients dès la reprise, ça passe aussi par là. Vous voyez, pour raconter une petite anecdote personnelle, je suis retourné dans un restaurant que j'avais dans lequel j'avais déjà consommé avant la crise. J'y suis retourné le week-end dernier et manque de peau, ils m'ont resservi les mêmes cartes papier que j'avais pu avoir dans les mains avant la crise. Et franchement, ça, d'un point de vue expérience client, c'était un peu dommage. Et j'aurais préféré qu'ils me proposent quelque chose de neuf ou peut-être une carte peut-être protégée ou j'en sais rien. Mais en tout cas, j'aurais préféré avoir un travail fait sur le menu. Donc nous, ce qu'on recommande à tous les restaurants qui se lancent dans la reprise, c'est de rassurer justement leurs clients grâce au menu. Donc c'est un menu digital. On recommande pour beaucoup le sans contact avec le QR code qui peut permettre voilà de valoriser son offre avec des photos, de mettre des infos aussi sur les allergènes contenus dans les plats, de décrire le produit et de ne pas hésiter à citer un producteur local si besoin. Voilà, le digital permet tout ça et est porteur de réassurance à ce niveau-là. De la même manière, côté restaurant, ce digital-là, il permet aussi de faciliter la gestion. La reprise, elle va être super compliquée, elle est super compliquée. Il y a des gestes barrières à suivre. J'ai des amis serveurs qui me racontent et franchement, leur quotidien est pas simple en ce moment. Alors, ils sont contents parce qu'il y a du monde, mais pour autant, ils me disent que les journées sont rythmées par les gestes barrières. Et c'est aussi le discours qu'on a chez Testicloud, c'est d'accompagner les restaurants justement dans cette étape qui va être une étape de 3, 6 ou je ne sais combien de mois, pendant laquelle il y a encore voilà des gestes barrières à assurer. Comment on les accompagne? C'est avec un menu digital qui permet de modifier sa carte en un clic, de ne pas avoir à apporter une carte dès qu'un client arrive. Non, le client n'a qu'à scanner, ouvrir son appareil photo et scanner la carte pour accéder au contenu. On a un parcours qui peut aller même jusqu'au paiement, de la commande directement sur le téléphone. Et ça, c'est hyper intéressant pour relancer l'activité. De la même manière, ces outils digitaux, par leur intelligence, par leur capacité à recommander un plat quand vous choisissez, par exemple, une formule, ou quand vous choisissez une entrée et un plat, ils vont vous proposer de passer en formule pour peut-être optimiser et pour consommer différemment. De la même manière, quand vous prenez un plat, ils vont vous proposer une boisson, un accord mets et vin. Et c'est ces solutions-là de recommandation qui permettent aussi d'augmenter le ticket moyen. Donc à tous les niveaux, le menu digital, je dirais, c'est une bonne opportunité. Cette crise est une bonne opportunité de le tester pour relancer un peu son activité. Alors, peut-être une question qu'on peut se poser, et je te challenge à ce niveau-là, Martin, c'est de se dire, aujourd'hui, du coup, les menus sont sans contact, la prise de commande est sans contact, le paiement est sans contact. Est-ce que quand on parle d'expérience client, est-ce que c'est pas un peu l'inverse? Est-ce qu'on est plutôt dans un côté où chacun est dans son coin avec son petit téléphone en train de faire sa petite commande? C'est une très bonne question, Maxence. Merci de me la poser. Et c'est une question qui nous est souvent, effectivement, sur laquelle on est souvent challengé par les restaurateurs avec lesquels on échange. En fait, c'est très simple. L'analogie qu'on fait généralement, c'est que vous voyez le smartphone aujourd'hui, il a pas coupé, je dirais, la relation entre les gens. Il l'a plutôt augmenté ou en tout cas amélioré. C'est plutôt une extension. Et je prends souvent l'exemple de personnes dans un café qui vont se parler, se raconter leurs vacances et qui vont pouvoir montrer des photos de leurs vacances pour imager ce qu'elles vont dire. Là, de la même manière, finalement, le menu digital, il fait le même effet entre le serveur et le client.
Et c'est d'ailleurs les retours qu'on a de la part de nos clients, c'est que les serveurs s'amusent avec le menu, peuvent voilà, rebondir, montrer, ne pas hésiter à montrer la photo qui leur plaît aussi. En fait, c'est un vrai outil supplémentaire. Il faut pas du tout le voir, je dirais, comme un remplacement, parce que c'est une ineptie de dire que ça va remplacer le serveur. Vous verrez que dans les restaurants où on a installé nos solutions, le serveur est encore très au cœur du projet. Au contraire, il est même plus présent pour l'accompagnement client parce qu'il est moins dans le rush à droite à gauche. Il peut se concentrer un peu sur l'essentiel, aller voir quand une bouteille d'eau est vide, aller ramener le plat et aller conseiller aussi sur si le client hésite sur deux ou trois plats. Donc non, pas du tout. Au contraire, ça va vraiment l'augmenter. C'est le discours qu'on a et c'est ce qu'on remarque dans les établissements avec lesquels on travaille. Mais ça, justement, je pense que c'est un vrai sujet, Martin, parce que vous êtes super digital dans tout ce que vous proposez chez Testy Cloud. Si on va un peu plus loin et qu'on prend par exemple l'expérience d'Amazon et de la Fnac, Ouais. moi par exemple, je suis un grand fan de la Fnac et d'Amazon. Ouais. J'adore les deux, j'adore la Fnac, j'adore y aller, j'adore discuter avec les gens parce que c'est des gens qui ont vraiment une compétence quand ils veulent te vendre un produit. Exactement. Mais à l'inverse, j'adore aussi Amazon parce que quand je veux aller vite et que je veux avoir un produit et que le process d'achat d'Amazon est absolument incroyable, après on pense ce qu'on veut de la marque et de l'entreprise en tant que telle, mais le process d'achat est absolument incroyable et en moins de 15 secondes, on peut avoir un produit qui va être livré en 24 ou en 48 heures chez soi. Il y a une expérience client, il n'y a pas de quelqu'un en face de moi comme à la Fnac, mais il y a une expérience client et elle existe. Et je pense que le parallèle, même si on est sur deux secteurs qui sont un petit peu différents, est intéressant. C'est pas parce qu'on a une tablette, un menu digital ou un QR code qu'il n'y a plus d'expérience client, voire Ouais. au contraire. Et le parallèle est très bon. Et pour clôturer un peu ce sujet qui est très intéressant, on a équipé chez Testy Cloud des restaurateurs avec des menus sur tablette, mais des restaurateurs qui n'avaient pas pris conscience de l'importance du serveur et qui d'ailleurs avaient pour but, et je vous le dis franchement, de supprimer le serveur. Et ben dans ces restaurants-là, ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce que c'est pas un outil digital qui va changer, qui va remplacer un serveur. Et on se rend compte que le client, il a quand même besoin d'être accompagné. Il aime quand même ce contact avec le serveur. Et en fait, si vous lui laissez la tablette comme ça, ou même si vous laissez un QR code, mais vous vous occupez pas du client, il va rien se passer. Donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est très complémentaire tout ça. Ouais, ok. Voilà. Et donc pour finir sur ces outils digitaux, ce qui permettent également aussi, c'est pour beaucoup, c'est l'accessibilité. Donc on parle d'une carte qui est accessible sans contact très rapidement, et on parle aussi d'une carte qui peut être multilingue. Et ça, c'est un gros plus. Le tourisme va reprendre et va être un enjeu pour la restauration. Et c'est aussi voilà les moyens d'accueillir sa clientèle étrangère dans les meilleures conditions. Voilà. Ouais, et puis tu es plus enclin, du coup, comme tu disais, à augmenter ton ticket moyen quand tu comprends déjà et que tu es beaucoup plus Exactement. à l'aise avec ton interface. Exactement. C'est un des gros plus et c'est aussi comme ça qu'on justifie cette augmentation et effectivement ça joue pour beaucoup, tout à fait. Mais donc voilà et donc pour continuer là-dessus et pour aller sur peut-être l'autre sujet sur la partie sur place, je pense qu'il va être très important de montrer à vos clients que vous avez travaillé cette nouvelle expérience, que vous n'avez pas attendu la crise et que vous n'avez pas juste rouvert votre restaurant, que vous avez fait en sorte de les accueillir de la meilleure des manières et que vous avez aussi travaillé sur une manière de les engager et de recréer du lien. Et je pense que ça, Maxence, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus parce qu'il me semble que From Cookie propose des outils là-dessus qui sont quand même hyper intéressants sur la capacité d'un restaurateur à engager et à créer vraiment du lien, créer une communauté avec ses clients dès la reprise. Exactement, bah, c'est une super transition. Merci, merci Martin. Je te laisse juste faire le. Oh, un petit cas client, un petit retour client. C'est vrai qu'on a installé beaucoup de restaurants, des hôtels Best Western. Alors j'ai pris de l'hôtel. J'aurais pu prendre autre chose, mais voilà, je trouvais le retour bon. L'outil est très ludique, cela ressemble aux usages que l'on connaît déjà, très facile à utiliser. Vous voyez, ça c'est un retour d'un restaurateur. Je pense que tout est dit dans ce message-là. On parle de ludique, on apporte une expérience client, on offre quelque chose de simple, et in fine, à la fin, le client quand il repart d'ici, il est satisfait et il garde en mémoire une vraie expérience au-delà même de ce qui a été présenté, de ce qui a été servi dans l'assiette. Donc c'est très intéressant. Écoute, du coup, toi, tu parlais d'expérience en point de vente, tu parlais exactement du fait de dire bah, que demain, l'expérientiel en point de vente sera nécessaire et surtout sera rassurant. Nous, c'est un peu notre pari avec From Cookie. On a une phrase que moi, j'aime beaucoup dire, c'est, comme c'est écrit à l'écran, c'est la meilleure des communications, reste et est la recommandation.
toute la journée, on peut continuer à bombarder sur des pancartes JCDecaux, on peut bombarder à droite et à gauche. Ça peut être intrusif, surtout aujourd'hui dans un monde où la publicité est tellement accessible, et comme tu disais tout à l'heure, Douglas, le coût moyen est très faible, donc du coup, on est tous enclins à vouloir investir dans la publicité. De temps en temps, ça peut rester un petit peu intrusif. C'est pour ça que nous, on se dit, on fait le pari que la meilleure des publicités reste la recommandation. Quand on dit reste la recommandation, on parle évidemment des clients. Les clients sont plus enclins à partager, à propager l'ADN, la culture de la marque, que n'importe qui. Donc en fait, le principe, c'est de se dire, Instagram est un réseau fabuleux pour pouvoir partager de l'information, pour pouvoir partager de l'émotion et devenir beaucoup plus proche de ses consommateurs. On peut par exemple envoyer des informations sur Instagram, on peut partager des stories, on peut montrer, partager nos valeurs sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et voilà, on va dire aux clients, allez-y, faites la même chose. Nous, notre offre sur place, elle permet tout simplement d'inciter les clients à partager des contenus. Donc, on appelle ça de l'UGC. C'est peut-être un terme que vous allez entendre de plus en plus, je l'espère et je pense sincèrement. C'est tout ce qui est lié à la création de contenu par les consommateurs. Les consommateurs seront, entre guillemets, les nouveaux ambassadeurs des marques, donc ils vont partager des contenus. Et ces contenus-là, on permet, nous, de le récompenser en temps réel, en point de vente. Et ça change vraiment la donne. Aujourd'hui, on est dans un monde où on veut tout de suite. Tu parlais d'Amazon, très justement, parce qu'on veut la rapidité. Nous, également, on veut la récompense rapide. Alors évidemment, on peut s'interfacer sur des outils de fidélité, mais nous, on fait vraiment le pari de se dire, je partage une story sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je mentionne, par exemple, je vais dire Otakos ou un plus petit restaurant, un restaurant unitaire, et je vais me présenter au comptoir pour bénéficier d'un petit produit offert, type un dessert, une remise sur mon addition ou quoi que ce soit. C'est pour vraiment engager le client et surtout de se dire, demain, on va associer notre marque à des visages familiers. Et ça, c'est vraiment un pari de se dire voilà, que les consommateurs seront finalement acteurs du restaurant. Donc, de notre point de vue, la publicité reste la clé. Donc, ça reste vraiment une expérience hyper dynamique. Et on permet également de bénéficier d'une audience qui est hyper qualifiée. On parle souvent d'audience lookalike. C'est de se dire, bah, votre client qui partage une story de votre restaurant, il va la partager à ses amis. Ses amis sont potentiellement le même profil que lui, donc ça va vous attirer des nouveaux clients et effet boule de neige. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose, nous on a misé là-dessus, on est vraiment sur la récompense temps réel de story pour générer de la vie, de la recommandation et donc de l'attractivité. Et du coup, Maxence, comment ça marche? Moi, je suis au restaurant, je suis un client du restaurant. Comment ça marche? Donc, je vois ce petit PLV et après, qu'est-ce qui se passe exactement? Ouais. Alors bah, merci pour ta question, Martin. Mais en fait, ce sont des petits PLV que nous on place en général sur une table sur deux qui dispose d'un code QR. Toutes les informations sont écrites sur le PLV, sur le petit présentoir, le chevalet, qui explique, première étape, partage une story mentionnant notre marque, hashtag ou mon restaurant. Et une fois que c'est fait, je scanne le code QR et une interface arrive sur mon téléphone en disant va au comptoir, dirige-toi. Un peu comme Too Good To Go, on a juste à valider en slidant pour récupérer un produit offert au comptoir. Et derrière, la marque, elle sait exactement qui est ce client, on en parlera tout à l'heure avec la donnée, qui est ce client, qu'est-ce qu'il a partagé et surtout quelle est la publicité qu'il va générer. Voilà. Et donc, c'est l'intérêt aussi de pouvoir lancer des petits challenges et de pouvoir trouver les ambassadeurs qui sont autour de mon restaurant et de faire une publicité qui est beaucoup plus qualifiée. Ouais, c'est super. Il y a un petit, je pense, le cas d'usage Starbucks, donc c'était intéressant quand même de parler. Starbucks, c'est quand même les pionniers dans le domaine de la relation dans les restaurants. C'est comme eux qui ont amené le bonjour et le prénom dans la dynamique du prénom dans les différents lieux de vie. Le prénom mal orthographié, même, je dirais. Exactement. Bah, c'est un effet buzz hein, quand même. Bah ouais, ouais. Et donc c'est eux qui ont amené tout ça. Et aujourd'hui, le signal que nous envoie Starbucks, c'est bah, nous on mise sur le digital. Donc les lieux de vie, c'est bien. On va pouvoir continuer à s'asseoir, à discuter un café. Pas trop longtemps maintenant. On mise sur le click and collect et le drive. Donc si un géant et un visionnaire comme Starbucks commence à nous dire le lieu de vie, c'est bien, mais on va plutôt passer sur le click and collect, c'est que vraiment il y a des changements qui vont arriver de manière très rapide. Ouais, ouais. C'est évident, hein. Et puis on voit, bah là, tu as mis un exemple de Steak and Shake, tu vas pouvoir nous en parler, mais pareil, hein, Steak and Shake, un très bel exemple de ce qui peut se faire sur le digital aussi. Bah, Steak and Shake, oui, exactement, c'est pouvoir récompenser ses clients en temps réel et surtout créer une complicité qui est hors norme. C'est quand
quand on était installé dans le Steak and Shake, ou même quand le directeur vient nous voir pour nous dire que les clients se marrent, rigolent au point de vente, partagent des stories et viennent chercher leur mini milkshake au comptoir, ça permet de recréer un lien et une complicité qui est carrément géniale, surtout post-Covid. Complètement. Donc voilà, de ce point de vue, sur place, From Cookie. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as réussi à amener ton client dans ton établissement, c'est pas là que je dirais que même à ce niveau-là, il y a encore des choses à faire. Et c'est là où tu peux créer une vraie expérience. Et c'est à ce moment-là même que tu dois fidéliser ta clientèle finalement. C'est maintenant que c'est à ce moment que tu dois l'activer. Exactement. C'est ça qu'il faut garder en tête finalement. Donc il y a une activation qui est sur place et il y a une deuxième activation où il y a un prolongement qui est plutôt en drive ou en ligne. Je vais te laisser. Ouais. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut arriver à faire la résonance entre cette fameuse expérience et ta visibilité en ligne. On l'a vu aujourd'hui, on en a parlé juste avant. Les restaurateurs doivent être présents en ligne. Ça passe par un bon référencement, mais ça passe aussi par une belle communication et ça passe aussi par une offre qui doit être présente en ligne. Je vois la plupart des restaurateurs avec lesquels on travaille qui peaufinent de jour en jour leurs cartes en ligne, leur site, leurs réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a un vrai travail encore à faire là-dessus. On voit trop souvent des restaurateurs qui n'ont pas fait gérer les paramétrages de base. Les paramétrages de base, c'est quoi? C'est avoir une bonne fiche Google My Business, une page Facebook qui renvoie vers son site internet aussi, et qui peut envoyer aussi vers la possibilité de réserver, une page Instagram qui fait la même chose. Et je pense que toutes ces petites étapes, elles sont hyper essentielles pour pouvoir proposer une expérience. Ce qu'on dit chez Tasty Cloud, c'est que en ligne, il faut faire découvrir son offre et sur place, il faut la faire vivre. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et les restaurateurs qui fonctionnent aujourd'hui sont ceux qui ont compris cette jonction entre restauration connectée et restauration sur place. Du coup, effectivement, chez Tasty Cloud, on a toujours depuis notre même plateforme, le restaurateur peut du coup préparer sa carte digitale pour la salle, soit avec smartphone ou tablette, mais aussi ajouter sa carte en ligne à son site internet, à ses réseaux sociaux, sur Google My Business aussi. Voilà, l'idée c'est d'être omniprésent et d'avoir une offre qui soit homogène pour proposer une expérience de marque qui soit très cohérente. L'avantage dans tout ça, c'est aussi toujours d'avoir une offre en ligne qui soit à jour. Et ça, c'est très important et on l'a trop souvent vu. Je prends l'exemple de la fourchette sans vouloir rebondir sur le webinaire de demain, Douglas, mais c'est vrai que la fourchette, on l'a trop souvent reproché de pas mettre à jour le contenu des menus qui étaient affichés. Et moi-même, à mon niveau, ça m'est souvent arrivé de voir un menu la fourchette et d'arriver sur place et finalement que le restaurateur me dise ah bah non, c'est pas ce menu-là qu'on propose, ça c'était le menu d'il y a 2 mois, parce que tout simplement ils pensent pas à mettre à jour leur canaux. Et en fait, c'est là où l'expérience est clé. Et c'est comme ça que vous arrivez à proposer une belle expérience, une belle image, au même titre qu'un client peut être déçu quand il voit un onglet de bœuf sur ça en salle et qu'il ne peut pas le commander parce que vous en avez plus. Là, c'est la même chose en ligne. Ça va être très important pour un restaurateur d'avoir un outil toujours à jour. Et il y a aussi des exemples liés, j'ai entendu récemment avec des Deliveroo et de Uber Eats, justement, où le service client est tellement pyramidal et tellement compliqué d'avoir au final la bonne personne qui va remodifier le menu que c'est vrai qu'on peut se retrouver avec un menu qui n'est pas à jour. Et là, pour le coup, c'est et c'est hyper déceptif. Ouais, tout à fait, tu as raison, Maxence. Et c'est hyper déceptif. Et c'est pour ça que nous, on éduque les restaurateurs aujourd'hui à s'équiper de leur propre outil. Donc là, vous pouvez voir sous les yeux un visuel de ce que ça rend pour le pizzeria d'Arocco. S'équiper de son propre outil, c'est aussi le moyen de gérer et d'être garant de l'image de sa marque. Quitte à faire en même temps du Deliveroo à côté, c'est pas très grave. Nous, ce qu'on leur dit, c'est au moins ayez votre propre outil, essayez de capitaliser un peu sur votre outil, faire des ventes. Et voilà, l'avantage de cet outil, évidemment, c'est qu'il n'y a aucune commission qui est prise derrière. C'est-à-dire que le client qui commande chez vous, il n'y a pas 30% qui va partir chez un tiers. Peut vous revenir, vous allez commencer à capitaliser et faire des vraies marges en ligne. Vous n'allez pas vendre autant que sur Uber Eats ou Deliveroo parce que c'est pas le même outil, ça sert pas à la même chose, il n'y a pas la même traction. Mais je reprends l'exemple de l'accompagnement de Social Kitchen, par exemple. Si on dit qu'un restaurant
travaille avec Tasty Club et Social Kitchen, il s'assure d'avoir de l'attraction vers son outil de commande en ligne, des commandes sur son outil de commande en ligne, et à la fin du mois, il peut très vite rentabiliser ses investissements. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on éduque les restaurateurs. Reprenez la main, digitalisez-vous vraiment. Et vous digitaliser, c'est pas être présent sur Uber Eats ou Deliveroo, c'est avoir votre propre outil que vous gérez vous-même en toute autonomie, qui ne vous propose aucune marge et du coup qui vous permet de garder le lien avec vos clients parce qu'in fine, vous récupérez les données de vos clients et vous pouvez derrière revenir vers eux. Donc c'est très très important. Notre outil propose la précommande, la commande, la livraison. On a un partenariat avec Stuart qui vous permet même de faire de la livraison, moyennant des coûts de livraison en fonction de la distance. Et vous verrez, et ça c'est sans équivoque, et tous les restaurateurs avec lesquels on travaille sont d'accord, ça leur permet vraiment d'augmenter leur chiffre d'affaires à la fin du mois et d'avoir des vrais retours sur investissement en ligne. Tu en parlais tout à l'heure, Maxence, les outils en ligne doivent apporter ce retour sur investissement. Et c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Donc voilà. Après, un petit point, du coup, parce qu'on parle de vente à emporter ici, ce que je conseillerais à tous les restaurateurs qui le font ou qui veulent se lancer dessus, c'est de capitaliser sur une offre de carte qui soit réduite, concise, adaptée à la vente à emporter. Si vous démarrez, faites attention parce que ça peut aller très vite. Donc, essayez de capitaliser sur les produits phares, ceux qui se vendent le mieux, qui sont adaptés aussi à une vente à emporter. On va éviter les produits en sauce, les choses comme ça. Et peut-être essayer de travailler sur des verticales avec des produits qui sont utilisés à la fois pour des entrées des plats ou des entrées des desserts. Soyez malins pour essayer de minimiser un peu les dépenses et de pas multiplier non plus les fournisseurs. Donc voilà, moi ce que je recommande, c'est toujours démarrer avec une carte qui propose 5 plats, 3 entrées, 3 desserts. Et je pense que déjà, ça vous permettra d'avoir une première activation en ligne intéressante. Voilà. Comme tu le disais justement, si tu travailles 2 ans avec Deliveroo, Uber Eats, tu vas avoir des milliers de clients, mais tu ne pourras jamais qui c'est. Ce ne sera pas les tiens finalement. Ce ne sera pas les tiens en fait. Les clients de Uber Eats et les clients de Deliveroo ne sont pas les clients du restaurateur. On va y revenir après, mais les données ne vous appartiennent pas. D'ailleurs, vous ne payez pas en tant que restaurateur la marque. Enfin, vous ne payez pas l'abonnement à l'outil, vous payez des commissions qui sont assez énormes à chaque fois, mais les clients ne vous appartiennent pas. Vous avez pu faire 2 ans de Deliveroo et des milliers de commandes, comme tu l'as dit, Maxence. Derrière, vous n'en gardez rien du tout. Donc voilà, encore une fois, je ne dis pas que c'est inintéressant. Je pense que pour lancer un restaurant, ça a son avantage, ça permet d'avoir de l'attraction. Maintenant, attention à ne pas tout mélanger. Voilà, il faut aussi avoir son et du coup, pour aller un peu plus loin là-dessus, parce qu'on parle de commande en ligne ou de vente à emporter, je pense qu'un point qui est très très important, c'est aussi d'aller plus loin dans l'expérience client. Et parce qu'on parle d'expérience client aujourd'hui, c'est aussi de penser au packaging et à la manière dont vous allez, je dirais, conditionner vos offres qui vont être livrées au client, que votre client va venir chercher sur le lieu de vente. L'expérience client, elle continue jusqu'au moment où le client ouvre son plat, même s'il est sur son canapé chez lui. Au moment où il va déballer son plat, l'expérience client se joue à ce moment-là. Et les restaurateurs qui ont compris ça sont les restaurateurs qui font un effort sur le packaging et qui essayent de compléter cette expérience. Et je pense que Maxence, tu as aussi des choses à nous apprendre là-dessus. Oui, bah, super. Bah, merci pour ce lien. Alors. Pareil, j'ai des petits avis. On pourra revenir dessus après, mais voilà, c'est évidemment voilà le potentiel de la commande en ligne, un potentiel de vente additionnelle grâce à la photo, un restaurateur qui était méfiant avant la crise sur cette solution et qui a quand même pris le pas qui a voulu lancer avec nous la vente à emporter, et je peux vous dire qu'il a été hyper satisfait. Lui, il a réussi à avoir un ticket moyen de 60 € avec des photos sur tous ses plats qui pouvaient donner envie de consommer. Voilà, c'est quand même des outils qui permettent de faire la différence. Pour revenir un petit peu sur justement la photo, parce que sur ça, on a des synergies entre Tasty Cloud et Social Kitchen. Moi, il y a un exemple que j'aime bien reprendre. Bon, à chaque fois, je suis désolé, hein, c'est des grosses marques américaines qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais McDo, par exemple, c'était les premiers à faire ça. Encore une fois, on peut penser ce qu'on veut de McDo, mais quand on voit une photo de Big Mac, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça donne envie. Après, on peut faire en sorte que ce soit parfois plus réel que le plat qu'on peut avoir dans son assiette. Mais la photo, dans tous les cas, c'est quelque chose qui déclenche des émotions. Et si l'émotion est déclenchée, bah forcément, le client, à la fin, va plus avoir envie de sortir sa carte bleue ou de commander sur de l'additionnel, d'une boisson, un plat, un dessert, peu importe. Et ça fonctionne. Ça peut paraître facile, mais ça fonctionne.
C'est complètement d'accord, Max, Douglas, et ce qu'on dit nous chez Tasty Cloud, c'est qu'on mange aussi avec les yeux. Qui n'a pas regardé l'assiette du voisin avant de commander? Enfin voilà, c'est des évidences, et je pense qu'on est dans cette ère du visuel, que ce soit de la vidéo, de la photo, on parle de visuel, et il y a une vraie attente du client là-dessus aussi. Ouais. Et puis c'est un vrai métier aussi de faire des photos dans la restauration. Bien sûr. Alors, comme tu le disais aussi justement, Martin, c'est vrai que pour aller plus loin, nous en fait, pendant le Covid et après le Covid, on réfléchit vraiment à une offre qui permettait d'aller plus loin et d'offrir une expérience ultime, vraiment bout à bout, vraiment de A à Z. Le client commande à emporter, l'expérience ne s'arrête pas là. Il faut continuer à conserver l'ADN, les valeurs et la culture de l'entreprise, même sur le packaging. Alors, où ça passe tout simplement par soit un sac craft, comme on peut voir en règle générale dans la livraison emportée ou directement sur les packaging. Et ça permet d'engager le client et surtout de l'inciter à aller plus loin dans l'expérience. Par exemple, quand on déjeune le midi ou quand on a un petit packaging, quand on a un petit code QR, en général, on est toujours enclin à vouloir savoir ce qui se passe derrière. Et en scannant, nous, en fait, on a développé une offre qui permet d'encapsuler toute la culture de l'entreprise en accédant, entre guillemets, du snack content, du contenu qui a une valeur ajoutée et qui permet, en fait, des mini-vidéos de 20 secondes, des mini-jeux, des mini-quiz. C'est aussi la possibilité de partager une story, encore une fois, et d'être récompensé. Donc cette fois-ci, on va plutôt parler de Drive to Store, c'est-à-dire je vais partager une story depuis mon canapé et je vais chercher mon produit offert. Donc en fait, on a une boucle qui permet de faire revenir en permanence le client. Ce qu'on dit, c'est que même à distance, le client quand même, doit se sentir chez vous, dans votre restaurant, pour pouvoir ensuite qu'il lui puisse s'identifier. Ça peut passer, comme je disais, sur les sacs de livraison, les boîtes, peu importe, mais ça permet vraiment de faire de l'acquisition. Pourquoi de l'acquisition? Parce que tout simplement, par exemple, on peut scanner ce sac craft d'une marque quelconque, on peut permettre aussi d'activer le client en lui disant bah voilà, maintenant tu peux t'inscrire dans le programme fidélité. Donc depuis chez nous, on a possibilité de transformer un client en ambassadeur. Il va partager une story, pardon, et en plus il va s'impliquer dans le contenu, dans le programme ambassadeur. Donc ça permet vraiment d'établir une stratégie à 360 degrés, de communiquer sur Instagram et d'additionner de l'information directement. Ça crée quelque chose de très interactif et surtout à haute valeur ajoutée. Voilà. Donc nous, on estime que c'est un autre moyen d'acquisition et ça permet d'avoir une certaine cohérence. Je vous dis quelque chose d'assez compliqué, qui peut paraître assez compliqué. Une simple vidéo d'un qui parle de la culture d'entreprise, une simple vidéo qui montre les dernières recettes, il y a rien à faire pour prolonger l'expérience. Et il y a une super exemple juste Martin, c'est par rapport au vin de Bordeaux. Les vins de Bordeaux, c'est quelque chose de tout à fait génial. Je ne suis pas forcément connaisseur en vin. Quand je me trouve dans un supermarché, chez un caviste, peu importe, j'ai une petite collerette avec un code QR. Et là, c'est carrément le caviste qui me parle du vin comme jamais. Donc, il va me parler des accords, mais il va me parler de la température à laquelle je dois boire mon vin. Et puis, il va me donner quelques petites anecdotes concernant la récolte du vin. Donc voilà, c'est de faire vivre une expérience complètement prolongée au client. Et vous vous rendrez compte que vous êtes plus juste une marque en point de vente, mais que les clients parleront de vous même à l'extérieur. Ouais, c'est un très bel exemple, et en fait, je pense qu'il faut garder ça, ce qu'il faut garder en tête, c'est un message pour apporter de la valeur. Je dis une bêtise, mais si vous êtes un restaurant japonais et que vous livrez des sushis à domicile, pourquoi sur le sac vous metteriez pas une petite vidéo où on explique comment tenir ses baguettes? C'est tout bête, mais tout de suite vous créez une expérience. C'est ce genre de procédé que vous pouvez mettre en place très facilement. Il n'y a vraiment pas besoin de grand chose, hein. From Cookie peut vous accompagner là-dessus, mais du coup, d'un point de vue réalisation, la vidéo, c'est quand même très facile à mettre en place. Avec un iPhone, ça peut se faire. Et je pense que pour le peu que ça prend en temps, derrière ce que ça rapporte en termes d'expérience de marque, ça vaut vraiment le coup. Donc le message à faire passer au restaurant aujourd'hui, c'est essayer de faire transparaître votre offre, essayer d'aller plus loin que la simple offre sur table finalement. Et ne négligez pas ce segment de vente à emporter qui prend de plus en plus de place, comme on peut le voir. Exactement. Et puis je rebondis encore une fois
sur le côté Starbucks. Si Starbucks mise vraiment sur le côté digital, il faut, je pense, y réfléchir à deux fois quand on a un signal aussi fort. Tout à fait. Et du coup, voilà, le fameux sujet de la data. Effectivement, on parle beaucoup de digital. Et qui dit digital dit aussi données clients. Et ça, c'est un sujet sur lequel il faut être intransigeant parce que déjà parce que le gouvernement est intransigeant là-dessus, c'est la première chose. Et puis parce que les consommateurs sont de plus en plus attentifs aussi à ça. Je pense que nous tous là, en ce moment, on a déjà eu des sujets de data et on fait un peu attention de plus en plus à quelle data on laisse à qui. Donc quand on dit data, on dit données. Et ça va être très important de comprendre des choses qui sont essentielles qu'on a voulu vous expliquer, vous réexpliquer un peu. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a deux sortes de données pour un restaurateur. Il va y avoir les données personnelles qui sont les données du client final. Donc, ça peut être le prénom, le nom, le téléphone, l'adresse mail ou autre élément que vous pourriez demander, par exemple la date d'anniversaire. Ça, c'est des données qui appartiennent à votre client et qu'il a été OK pour vous donner, enfin qu'il a été qu'il vous a accordé, dont il vous a accordé l'accès. Et après, il y a les données de consommation qui sont celles qui vous permettent d'analyser votre consommation. Par exemple, chez TestiCloud, sur le menu digital, on propose au restaurateur à la fin d'un mois de voir quel est son meilleur produit, quels sont ses meilleurs jours de vente, quel est son ticket moyen par jour ou un delta en fonction des mois passés. Voilà, on lui permet d'analyser un peu sa consommation pour à la fin d'une année faire le bilan ou à la fin d'un mois faire le bilan et voir comment mettre à jour sa carte, quelle offre enlever de la carte, quelle offre ajouter, quelle formule fonctionne la mieux. Voilà, ça c'est le pouvoir de la donnée, c'est aussi de vous apporter ce qu'on appelle des insights, en tout cas c'est de vous apporter des clés et des petites informations qui peuvent vous aider à améliorer votre offre, des choses que vous ne voyez pas quand vous avez la tête sous l'eau parce que la donnée vous envoyez tout le temps et même sur votre logiciel de caisse quand vous tapez vos commandes à la fin d'un mois, vous ne prenez pas le temps de vous poser sur tout ce qui a été fait. Là, on vous permet de visualiser tout ça. Donc, il y a données personnelles, données de consommation. Et sur les données personnelles, il y a 3 points qui sont hyper essentiels sur lesquels vous devez être intransigeant. La première, c'est que à partir du moment où vous allez récupérer un mail, une adresse, un numéro de téléphone, une adresse postale, il faut que vous expliquiez et que vous ayez le consentement déjà de votre client pour garder cette donnée et que vous expliquiez ce que vous allez en faire. Donc, il faut le consentement dans un premier temps. Il faut clairement que le client accepte que vous puissiez récupérer la donnée et il faut que vous soyez hyper transparent sur ce que vous allez en faire. Est-ce que ça va être pour faire une campagne d'emailing derrière? Est-ce que ça va être pour revenir vers le client pour lui offrir des promotions? Vous devez être très transparent et il n'y a aucune peur à avoir. Le client attend cette transparence-là. Et le troisième point qui est aussi très très important, il faut évidemment que le client puisse se rétracter et récupérer ses données quand bon lui semble. Donc si un jour un de vos clients vous dit je ne veux plus faire partie de votre base et je veux arrêter de recevoir ces emails-là, par exemple, il faut évidemment qu'il puisse facilement arriver à sa fin. Voilà. Donc ça, la donnée, c'est très simple. Hein. S'il faut retenir deux choses, c'est consentement utilisateur et possibilité de se rétracter et toujours offrir cette transparence en troisième point parce que les consommateurs sont de plus en plus à cheval là-dessus. Exactement. Et c'est surtout aussi le côté vraiment exploitation de la data, de la donnée, qui est le cœur, pour le coup, de la donnée. Parce que récolter, collecter de la donnée en permanence, des noms, des prénoms ou des données de consommation, si elles ne sont pas associées à des profils ou tout simplement être dans une stratégie de retargeting, donc pour recibler et pour ramener des clients, ça ne sert strictement à rien. Donc ça, c'est vraiment le challenge, c'est de se dire, on va associer, comme tu disais Martin, donc les données personnelles aux données de consommation. Les deux données vont permettre à la fin de pouvoir faire des actions de mailing, de retargeting, d'envoyer des SMS, des promotions. Par exemple, typiquement, ce qui peut être intéressant avec ce que vous proposez à Martin chez TestiCloud, c'est de définir un profil client. Donc une personne lambda qui va consommer certains articles. Et bien, quand il y a une promotion ou quand il y a une nouvelle cuisine ou tout simplement un nouveau produit qui est mis à la carte, pourquoi lui faire directement une campagne d'emailing pour lui dire tu devrais tester ce nouveau produit-là. Et ça passe au restaurant. Et là, c'est cohérent et la donnée a de la valeur. Exactement. Un autre bel exemple, généralement, ce qui se fait chez nos clients, c'est ces fameux codes promo que le client peut créer sur sa plateforme, sur la plateforme TestiCloud. Et c'est vrai que imaginez un client qui fait une première commande en ligne, revenir vers lui une semaine après pour le réactiver.
avec un code promo en lui disant bonjour Patrick, aujourd'hui moins 20% sur tel plat, foncez avec le code et puis vous lui donnez le petit code promo. C'est des opérations qui sont très peu coûteuses et qui permettent quand même de relancer l'activité de son restaurant en ligne. Donc ça, c'est des concepts qu'on recommande beaucoup aux restaurants aussi. Mhm. Alors, Est-ce que vous avez, dans vos deux cas, des exemples de réussite, justement, de bonne exploitation de la donnée? Martin, tu nous en as donné une. Peut-être Maxence, peut-être Franck Bouki, si vous avez des exemples concrets de choses qui se sont très bien passées, avec peut-être des chiffres à donner aux personnes qui nous écoutent. tu commences, Martin? Non? Du coup, moi, j'aurais pas. Alors, c'est une bonne question, Douglas. J'aurais pas forcément de chiffres. Par contre, je sais que ce dont je viens de parler, à la fermeture de nos restaurants, j'ai plusieurs clients euh, qui ont fait une campagne emailing avec un emailing très simple qui annonçait que le restaurant restait ouvert et qui proposait un petit code promo qui était disponible pendant le premier mois de confinement pour justement pour commander parce que le restaurant restait ouvert à la vente à emporter, la livraison, et ça leur a permis de lancer la dynamique. Donc, vous voyez, c'est quand même pour vous montrer à quel point la donnée est importante. Et je pense que ces restaurants-là ont réussi aussi à tout de suite activer la dynamique de la livraison, de la vente en ligne, quand d'autres qui n'avaient pas le moyen de faire ça ont dû un peu travailler, aller chercher des partenariats avec soit des plateformes ou en tout cas aller communiquer. Et c'est là où on comprend l'importance d'avoir un fichier client à jour. Mhm. Et si on prend un petit peu, excuse-moi Maxence, si on reprend un petit peu le cas extrême, nous la semaine dernière, on était en webinaire avec un restaurateur qui, à mon avis, n'avait pas de données et quand il a voulu justement lancer sa vente à emporter, il a imprimé sa carte avec un petit message et il l'a mis sur des commerces qui étaient aux alentours. Donc, on voit la différence d'effort qu'il peut y avoir. Créer une newsletter quand on sait le faire et quand on a l'habitude de le faire, honnêtement, en 5-10 minutes, ça peut être fait. Alors que lui, il a dû prendre son vélo et puis aller poster toutes ses annonces, faire parfois du mailing traditionnel, donc en mettant des flyers dans des boîtes aux lettres qui peut durer une journée, une demi-journée. Alors qu'en soi, le résultat il peut être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace avec de la donnée et l'utilisation de la donnée pertinente. Complètement. Après, nous, chez Testy, on croit, mais t'as complètement raison, mais on croit quand même beaucoup au street marketing qui peut fonctionner. Maintenant, c'est un peu dommage d'aller mettre une carte PDF dans une boîte aux lettres, parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de freins derrière. Mais par contre, si derrière vous lui mettez un petit flyer avec 10% de remise et un QR code qui permet d'accéder au menu en ligne, vous pouvez être sûr que le taux de transformation sera plus fort. Donc, voilà. Nous, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, nous, on capitalise vraiment sur le côté en fait, ambassadeur. C'est-à-dire que toute l'année, on va récompenser des clients qui vont parler du restaurant, que ce soit en point de vente ou, euh, ou à distance. Et en fait, c'est de repérer justement ces ambassadeurs-là et de pouvoir leur dire, bah voilà, retournez en restaurant et on va lancer entre guillemets soit un challenge où on va dire hashtag le tacos est de retour ou hashtag ce restaurant est de retour. Et ça permet de faire une forte visibilité en ciblant justement les ambassadeurs enfin, quand je dis ambassadeurs, ce sont les clients qui font le plus de visibilité et qui sont enclins à faire d'autres contenus pour la marque. Donc nous, on est plutôt dans une perspective de communication quand on fait des campagnes de SMS ou d'emailing. Complètement. Et du coup, Maxence, je te laisse prendre la parole là-dessus parce que je pense que c'est important de récapituler un peu tout ce qu'on a dit et de montrer comment tout ça s'imbrique. En fait, il y a pas une expérience en ligne, il n'y a pas une expérience sur place, il y a une expérience globale qui doit être homogène et qui doit être réfléchie de bout en bout. Et c'est un peu le travail qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui. Maxence, je vais te laisser un peu expliquer comment on a prévu ça. En fait, avec Martin, ce qu'on a voulu aussi mettre en avant, c'est que le domaine de la restauration, et notamment la food tech, donc toutes les solutions liées au domaine de la restauration, qui sont multiples. Il y en a dans tous les sens, il y en a plein. La fidélité, les menus, l'attractivité, la visibilité, l'acquisition, la fidélisation, etc. On peut se dire aujourd'hui, il n'y a pas un outil qui va permettre d'avoir une expérience qui est complètement parfaite. C'est la succession, c'est l'addition d'outils qui vont permettre justement d'avoir une chaîne, une boucle, et qui va permettre de gérer de l'acquisition jusqu'au retour et jusqu'à la communication. C'est un ensemble d'outils qui peuvent justement s'engager les uns avec les autres. Par exemple, aujourd'hui, la première des choses, c'est la découverte de votre restaurant. Donc, pour faire un petit résumé, la découverte du restaurant, elle peut se faire directement sur
Story, Deliveroo, sur Google My Business, sur TripAdvisor, sur Instagram. Donc, tous ces outils-là, il faut pouvoir les peaufiner, il faut pouvoir mettre de l'information, être présent dessus, pour pouvoir être au plus haut niveau de recommandation et que les clients puissent vous découvrir. Donc ça, c'est la première chose. Ce côté découverte de restaurant va permettre d'amener un passage en point de vente. Et donc, si on utilise une solution comme Community Cloud, on est dans la consultation directe de menu, donc dans la prise de commande, on est surtout dans l'augmentation du ticket moyen, et surtout on est dans une expérience qui est fabuleuse de dire qu'on peut commander rapidement et accéder avec tous les avantages qu'a Tasty Cloud à son repas de manière beaucoup plus rapide et digitalisée. Donc ça, c'est une première vague dans l'expérience. Ensuite, on peut avoir très bien pendant le repas un partage de stories sur Instagram qui pourrait amener, par exemple, à un dessert offert. Donc là, on est dans la continuité de l'expérience. Ça augmente l'attractivité. La première chose, c'est que bah, toute la bulle autour du client, donc tous ses amis, son cercle familial, va voir un peu ce qu'il consomme, les restaurants où il va pouvoir donner sa recommandation de ses avis. Donc ça participe à l'augmentation de l'attractivité et de la recommandation de ce client-là. Et si on partait dans une continuité de la boucle, on pourrait dire que le client, au final, il va vouloir reconsommer parce qu'il a eu une très bonne expérience client, le repas était très bon, le service était rapide grâce à la carte. Ça lui a permis aussi d'avoir un petit dessin gratuit en contrepartie d'une story, donc il va retourner au restaurant, mais cette fois-ci, plus à distance. Alors là, il va y avoir le côté module consultation du menu en ligne qui va aussi lui permettre de le challenger et de l'avoir beaucoup plus rapidement des plats ou d'accéder aux informations de manière beaucoup plus rapide. L'expérience rapide avec le packaging et surtout récupérer sa récompense en point de vente. Donc en fait, on a tout un parcours qui permet à la fois de faire de l'acquisition grâce aux réseaux sociaux et tous les outils qui vont avec, jusqu'au moment où on va, j'ai l'impression que je fais la météo comme ça, mais jusqu'au moment où j'ai je perds ma récompense en point de vente et en fait je continue. Voilà, il y a une vraie boucle qui est hyper bien expliquée. C'est vrai que c'est là où on part de parcours client finalement. Le parcours client, le vrai parcours client, il se matérialise sur plein de points de contact. Et pour y arriver, pour arriver à proposer un parcours client qui soit complet et de qualité, il faut que vous soyez présent et de la bonne manière sur chaque point de contact. Donc présent en ligne pour faire découvrir votre offre, une expérience sur le passage en point de vente, avec par exemple un menu sans contact ou des outils digitaux, une possibilité de l'activer sur le point de vente avec un partage qui permet de créer une communauté et aussi de donner de la visibilité, parce que c'est ça l'intérêt aussi, hein, c'est de profiter de la présence de place de vos clients pour qu'ils communiquent sur cette expérience que vous proposez. Donc ça, c'est un plus et c'est tout bête, hein, mais un menu QR code, si on vous propose un beau menu QR code, une belle expérience, soyez sûr que vos clients vont prendre l'habitude peut-être de partager, de faire un retour, de donner un avis positif, de dire voilà, ce restaurant, il a pris le parti de changer sa carte, de se mettre à jour. J'apprécie et je le dis à ma communauté. Et ça, soyez sûr que les gens, quand ils sont satisfaits, ils le partagent. De la même manière, si vous leur proposez de partager une story sur Instagram, la plupart le feront aussi. Donc, n'hésitez pas. Ça va permettre d'augmenter cette attractivité, de relancer la consultation sur votre site en ligne et en tout cas sur vos réseaux sociaux. Et c'est un cercle vertueux qui, in fine, vous permet voilà, de réengager, de réactiver, de ramener des clients en ligne, etc. Et c'est comme ça que vous arriverez à tirer votre épingle du jeu. Donc voilà, moi, le message que je veux faire passer en tout cas aux restaurateurs qui nous écoutent, c'est d'aller voir un peu plus loin. Je sais que la restauration prend beaucoup de temps, que c'est un gros travail et que c'est du temps plein, déjà trop plein. Mais essayez dans votre organisation de ramener ces outils digitaux, surtout qu'il y a certains outils qui vous font gagner du temps aussi, notamment le menu, et essayez de démarrer, de tester les choses. Tester de l'acquisition avec Social Kitchen pour voir ce que ça peut vous rapporter comme client. Tester d'activer vos consommateurs avec des applications comme celle de From Cookie qui est super pour démarrer et créer une communauté. Et vous verrez que petit à petit, tout ça, même si les outils au début pourront paraître un peu compliqués parce que nouveaux, entre l'accompagnement qui vous sera donné et ce que ça apportera dans les mois qui suivront, vous emmènerez votre restaurant dans une autre ère. Donc voilà, je pense que c'est un message qui est important et qui doit être passé. Et puis je dirais aussi que là, on parle d'expérience client, etc. C'est très intéressant de mettre des menus, etc. Mais moi, j'ai même l'impression que c'est au-delà que ce soit intéressant, c'est une nécessité, dans le sens où un client qui n'est pas satisfait va beaucoup plus communiquer qu'un client qui est satisfait. Donc en fait, il vaut mieux mettre à la page
éviter d'avoir plus de commentaires négatifs parce que les gens, je pense, sont plus durs quand c'est pas bon qu'ils sont sympas quand c'est bon. Tout à fait. Et ça, nous, on l'a vu notamment avec TripAdvisor. C'est pour ça qu'à un moment, il y avait une espèce de révolution, entre guillemets, des restaurateurs contre TripAdvisor. C'est parce que les gens qui ne sont pas contents ont plus tendance à le dire que les gens qui sont contents. Aujourd'hui, vous avez la possibilité justement de reprendre le contrôle sur ça, et c'est pour ça que From Cookie et Tasty Cloud peuvent vous accompagner dans des démarches comme celle-ci. Je ne sais pas s'il vous reste encore quelques informations à transmettre. Ça fait déjà 1 heure et 5 minutes qu'on est sur ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les donner nous les mettre dans le chat. Même si je pense que c'était quand même très complet. C'était une présentation qui était hyper complète avec un résumé à la fin. Dans tous les cas, vous allez recevoir le replay par mail avec la présentation qui vous sera envoyée. Elle sera aussi sur le blog de Social Kitchen dès qu'on aura téléchargé le replay. Je ne sais pas si vous, From Cookie ou Tasty Cloud, vous postez le replay sur l'une de vos plateformes. On va le repartager. Ouais, bien sûr, on le partagera. Ouais. Voilà, comme ça tout le monde y aura accès. Encore une fois, je pense que c'était hyper complet la présentation que vous avez faite. Le parcours client, ça peut être quelque chose qui peut être un peu complexe au premier abord. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup d'outils, je pense qu'on peut tester et utiliser. Mais encore une fois, ce que tu as dit Martin tout à l'heure, c'est l'idée elle est là, c'est vraiment d'aller voir ce qui se passe à côté, d'essayer des choses. Il y a des choses qui vont très bien marcher pour vous, il y en a d'autres qui marcheront pas, ça c'est sûr. C'est ce qu'on fait aussi chez Social Kitchen. On essaye des choses quasiment tous les jours. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller vers l'avant, surtout dans une période comme ça qui est pas évidente. En tous les cas, merci beaucoup pour votre participation. J'en profite pour faire un petit plug sans honte pour les webinaires de demain. Donc demain, on a une problématique qui est un peu similaire à celle d'aujourd'hui, mais sur un angle un petit peu différent, qui est comment faire revenir vos clients dans votre restaurant, donc avec La Fourchette et Alexia Dimitri, qui est la directrice commerciale donc de la France, de la Belgique et de la Suisse, qui nous fera le plaisir d'être avec nous. Et ensuite, mercredi, nous aurons donc Ludwig de Congo sur la problématique suivante, comment fidéliser les clients dans votre restaurant. Donc là, je pense que ce sera aussi intéressant et qu'encore une fois, il y a une continuité entre tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Ouais. Pongo, super solution pour les restaurateurs Pongo. Ouais, c'est un webinaire à pas manquer. Merci beaucoup Douglas pour ton invitation. Ouais, et merci beaucoup à Camille aussi que vous voyez dans le chat qui a organisé tout ça, qui est toujours à côté de moi, qu'on ne voit pas à l'écran mais qui est là et qui est impliqué depuis le début des états généraux et qui ne dort pas beaucoup. Merci, bravo Camille, bravo. Merci à tous les deux, merci Maxence, merci Martin. Merci Maxence, à très vite, au revoir tout le monde. Ciao, merci.